à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux. Vous le voyez ce matin, on a la forme. D'ailleurs, on fait des exercices pour ça. Et avoir la forme, c'est aussi bien manger. Mais oui, et c'est ce que vous allez nous dire, Agathe, encore ce matin. Oui, j'ai plein de recettes à vous proposer. On a hâte. Céline, vous êtes également avec nous, bienvenue. Bien manger, c'est aussi manger des produits de saison. Oui, et que l'on peut aller cueillir chez les producteurs directement. Ah, ça c'est une bonne idée, la cueillette chez les producteurs. Mais on verra ça tout à l'heure. Ça tombe bien puisque le thème du jour, c'est la cuisine en famille. Et vous verrez tout à l'heure un exemple d'atelier grands-parents et petits-enfants. C'est très sympathique. Et puis nous vous présenterons également le festival Nouvelles Images d'Iran qui se tiendra du 11 au 15 décembre à Vitré. Et c'est une grande première. Voilà pour le menu du jour. Le menu vous a-t-il inspiré, ma chère Catherine, ce matin? La cuisine en famille, bien sûr, Laurence, parce que déjà, ça parle de bouffe, donc ça m'intéresse. Et puis aussi, la cuisine, c'est un peu l'épicentre de la famille, quoi. C'est là où on crée non seulement les repas, mais aussi parfois l'esprit de famille. Donc oui, c'est là où on crée des liens entre les générations, on va en reparler. Hein. C'est là où se crée chez les petits la motricité fine, la dextérité, le goût des choses, le goût des bonnes choses, on va en parler également. Et c'est là donc où se crée la famille. Mais je tenais à faire un petit point quand même essentiel sur les grands-parents cuisinent avec les enfants, les petits-enfants, c'est une chose. Mais dans les parents aussi qui cuisinent, il y a pas que la mère, voilà. Il y a pas que la maman, voilà. Bien sûr, le monde évolue et puis on va vers un partage des tâches, mais c'est bien de le rappeler quand même, ça fait pas de mal. Et à partir du moment où on dit qu'on ne cuisine pas avec ses organes génitaux, mais bien avec ses mains, alors on peut se dire que la cuisine est accessible à tous, hein, quel que soit son sexe. Voilà. Mais voilà, petit rappel d'ailleurs, on cuisine avec ses mains. Voilà, c'est toujours important de le rappeler. Voilà, donc oui. Ça vous pose un problème qu'on cuisine avec nos mains? Surtout quand on a moins de 7 ans. Moins de 7 ans, c'est ça. Mais oui, parce que après c'est ça. Je suis germophobe. Ah. Pas germanophobe. Pas germaphobe. Je suis germophobe. Voilà, hypochondriaque. Donc j'ai besoin d'être sûre que voilà, étant donné que les enfants ça met ses doigts partout. Regardez, n'importe quoi. Je ne ferai pas la cuisine. Vous en faites pas, je pense qu'ils se laveront les mains. On verra ça tout à l'heure avec Anne-France Cloarec. Tout de suite, la cuisine en famille, en images, et on se lavant les mains. Allez, c'est parti. J'aimerais bien transmettre à mes enfants le goût de la cuisine. Mais comment faire? Commence par cuisiner avec eux. La famille est encore la gardienne du patrimoine culinaire. 62% des Français estiment avoir bénéficié d'une transmission générationnelle. Et la cuisine en famille, les enfants, ils adorent ça. Lorsqu'on demande à nos bambins l'activité qu'ils préfèrent pratiquer avec leurs parents, la cuisine arrive en 4e position, après le jeu, la télé et la discussion. Faire la cuisine en famille, c'est bien sûr un chouette moment de complicité. Mais ça ne sert pas seulement à transmettre la délicieuse recette de tarte aux fraises de Mamie Lulu. Cela permet aussi d'éduquer les enfants au goût, aux textures, aux produits naturels. C'est une expérience qui éveille tous les sens et qui peut être aussi créative que ludique. Et c'est un véritable apprentissage de toutes sortes de connaissances. Savoir compter en centilitres, c'est un vrai cours de maths. Et quand on est encouragé par papa ou maman, ou papy ou mamie, il n'y a rien de mieux pour la confiance en soi. Qui plus est, il a été démontré que les enfants qui ont été associés à la préparation du repas seront des adultes qui auront une alimentation plus saine. Bon, elle la faisait comment déjà, la pâte sablée Mamie Lulu? Oui, là, cette question, c'est pourquoi elle mettait autant de fraises, Mamie Lulu, sur sa tarte aux fraises. En même temps, elle avait bien raison, ça devait être délicieux. Allez, on va aller plus loin sur ce sujet avec vous, Anne-France Cloarec. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la directrice de l'association Famille Rurale de Plouarzel, dans le Finistère, et vous êtes rattachée à cette fédération nationale Famille Rurale, qui a un slogan qui nous parle pas mal, en fait. Oui, le slogan, c'est « Vivre mieux ensemble ». Donc c'est vrai que ça correspond très bien à votre émission et le titre de votre émission. Ça ressemble un petit peu, effectivement. On partage sans doute des valeurs communes et c'est évident. Votre objectif, c'est de créer du lien social à la campagne, enfin pour être très large, hein, c'est en milieu rural et périurbain, on va dire. Voilà, oui, on est situé sur une commune rurale, sur un territoire rural, et le but, on a un espace de vie sociale au niveau de notre association. Et dans le cadre de cet espace de vie sociale, c'est d'animer le territoire en menant des activités, des animations par rapport aux besoins de la population ou des besoins qu'on a pu repérer. Donc sur 3 communes différentes, dans votre cas, en intercommunalité. Et voilà, c'est ça. À 30 km de Brest, voilà, 30 km de Brest, à la pointe du Finistère.
Quelle belle région. Vous faites des activités extrêmement diversifiées. Oui, ouais. On peut en citer peut-être quelques-unes, mais on va quand même s'attacher à une en particulier. Alors, vous faites quoi globalement? Alors globalement, on a pas mal d'activités, les bricoleurs du dimanche, on a un jardin partagé collectif, on a des ateliers couture, des ateliers tricot, on organise des balades nature, des sorties familiales, un café poussette aussi, voilà. Et on a mis en place un atelier grands-parents, petits-enfants, suite à un diagnostic qu'on a fait par rapport au renouvellement de notre espace de vie sociale. Donc de la cuisine intergénérationnelle. Voilà, de la cuisine intergénérationnelle. C'est vrai qu'on se rendait compte que beaucoup de grands-parents gardent leurs petits-enfants pendant les périodes de vacances scolaires. Et une demande un peu de mise en place d'ateliers, d'activités, et donc autour de la cuisine. La cuisine, c'est un peu le biais idéal pour la transmission. Oui, voilà. Le lien intergénérationnel. C'est vrai que comme on a vu dans le reportage, c'est vrai que la cuisine est une activité qui est très, très appréciée des enfants. Nous, dans le cadre de notre centre de loisirs qu'on a aussi, on voit que c'est une activité qui marche beaucoup. Et c'est vrai que on s'est dit que passer par le biais de la cuisine, il y a tout l'échange, le goût, apprendre aussi à couper, malaxer, prendre les mesures, comme on a vu aussi dans votre petit reportage avant. Puis l'autonomie. L'autonomie, et puis le faire ensemble, sur l'atelier, parce que c'est ouvert aux enfants à partir de 3 ans, donc voilà. D'accord. Vous avez mis en place cet atelier donc en septembre 2018. Est-ce qu'il fait déjà le plein ? Oui, à chaque séance, c'est complet. Si on pouvait en faire plus, on en ferait plus. Vous en faites à chaque période de vacances scolaires. On en fait à chaque période de vacances scolaires. On fait à peu près 2 ateliers à chaque période de vacances scolaires. Et c'est vrai que ça connaît un succès fou à chaque fois. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que ce sont les grands-parents qui viennent avec leurs recettes fétiches, ou alors est-ce que c'est carrément un chef qui est là et qui fait du lien Voilà, c'est un chef qui vient. Donc, il intervient au niveau de l'association. Il est auto-entrepreneur, il a une société, un chef au menu. Donc, il est chef à domicile. Il est chef à domicile, voilà. Et donc, il intervient au biais de notre association par des cours cuisine auprès d'adultes. Et donc là, il vient sur l'atelier Grands-parents, petits-enfants, où il propose 3 recettes de desserts. Uniquement des desserts. Uniquement des desserts. De Mamie Lulu. Attention. Uniquement des desserts. Donc et par rapport, une bonne idée, à tout le monde. Le sucré et par rapport aussi aux produits du moment à chaque fois. Donc là, les dernières vacances, il a fait par exemple un sablé aux noisettes et aux agrumes. Donc les agrumes, c'était pamplemousse et orange. Il avait fait aussi, ils ont fait un moelleux aux carottes et carottes glacées. Voilà. Déjà à côté de vous. Et tuile de noisette et caramel au beurre salé. Donc voilà. Okay. Bon, il y a du niveau, quoi. Est-ce qu'on peut louer des grands-parents et venir participer à ces ateliers, si possible? Et voilà. C'est des petits groupes. On prend à chaque fois 5 duos, donc ça fait 10 personnes sur l'atelier. Pour que tout le monde puisse partager, puisse investir dans l'activité et trouver sa place. Voilà. Quels sont les retours des grands-parents et des enfants ? Ils disent que ça favorise quoi ? Ça crée quoi ? Ça favorise le partage. On est sur un temps ludique aussi, l'écoute entre eux, le soutien aussi. Est-ce que tu peux m'aider ? C'est vrai que c'est un moment où ils prennent avec leur petit enfant en dehors du contexte de la maison aussi, et ce qui est très important. Et puis une rencontre aussi avec d'autres grand-mères et d'autres petits-enfants. Donc un moment de complicité, mais partagé. Et partagé, voilà. Parce qu'il y a les bienfaits pour les enfants, mais bon, là c'est des grand-mères et des grands-pères assez fringants. Mais même pour les personnes âgées, ce souvenir, la mémoire, la motricité aussi, c'est important aussi. Et donc après, il y a un petit moment convivial où tout le monde partage ensemble la dégustation autour d'un café. Tant mieux. Vous imaginez la torture sinon ? Merci d'avoir préparé ça. Et c'est vrai qu'après, ils repartent avec les recettes aussi. Donc les enfants et les grands-parents pour pouvoir après les reproduire à la maison et faire partager à l'ensemble de la famille les recettes qu'ils auront fait sur le moment. C'est très chouette ça. Écoutez, je vous propose qu'on écoute la question d'une téléspectatrice, justement, puisque vous parlez des recettes. J'avais une petite question à vous poser. J'aurais voulu savoir comment trouver des recettes assez simples et faciles à faire pour que nos enfants puissent les réaliser tout seuls. Merci beaucoup.
Ah oui, alors Voilà. est-ce que vous mettez par exemple des critères, vous donnez des critères aux chefs pour que ce soit quand même des recettes Voilà, alors nous là, le critère, c'était au départ que ça soit des recettes un peu sucrées, voilà, parce qu'on s'était dit le salé peut-être au départ, voilà, des recettes sucrées, et après surtout par rapport aux produits du moment, et assez simple aussi pour qu'ils puissent les reproduire chez eux, voilà, qu'il n'y ait pas d'ustensiles ou d'appareils particuliers à avoir, voilà, que tout le monde puisse avoir ce qu'il faut à la maison pour les reproduire. Voilà. Vous souhaitez aller encore plus loin avec Oui, voilà. une autre formule peut-être ? Ouais, voilà, on est sur d'autres ateliers aussi dans ce cadre-là, et puis même aussi essayer de mettre en place des échanges de savoir autour de la cuisine avec d'autres adultes, voilà, entre adultes. C'est vrai que c'est un projet qui nous intéresse. On a fait déjà des initiations crêpes, apprendre à faire des crêpes sur Bilic et tout, mais voilà, il y a plein d'autres échanges à avoir autour de la cuisine, et on sait qu'il y a des gens qui ont des petites recettes fétiches et qui aimeraient sûrement partager. Donc voilà, le but. Tous une petite recette voilà. qu'on a eue de mamie ou de papy. Je ne sais pas, vous en avez peut-être reçu les uns les autres. Laquelle vous avez reçue, Céline, de votre Moi, il y en grand-mère a ou de surtout votre une en grand-père fait que j'aurais aimé avoir, mais qu'elle a toujours voulu garder secret. C'était les biscuits de Noël. En plus, c'est l'époque, là, ça va arriver. Catherine, il y avait une recette qui... La terrine de lapin. Ah, vous avez la faire ou pas Non, je sais pas. Et puis, il y avait la charlotte au chocolat, mais elle mettait toujours de la goutte dedans. Donc, c'était pas trop approprié aux enfants. Mais c'était bon. Laurent, vous avez une recette ? Moi, j'avoue, c'est les crêpes. Ah, les crêpes. Voilà. Donc, transmise de génération en Oui, génération. là, je pense qu'il n'y a pas de... Et puis Agathe, c'est carrément un livre de recettes qu'elle lui a transmis comme ça. J'ai pas forcément de recette en particulier, mais je sais que ma grand-mère m'a appris qu'il fallait mettre du beurre, que ça donnait beaucoup de goût. Bonne brosse. Vous, Anne-France, c'est une recette que vous aimez Oui, Ouais, non, on vous a transmis. voilà. Après, je vois le kika farce. Alors, de chez vous. Voilà, c'est la bonne recette. Là, c'est vrai que c'est un plat qui demande du temps. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de transmission dans ce plat. Voilà. Ouais, mijoté, fait avec amour. Voilà. Allez. On va rester dans le domaine de la cuisine. Je vous propose maintenant un coup de projecteur sur un service de livraison collaboratif. L'idée est de livrer aux habitants des communes rurales du Nord Finistère les petits plats des restaurants brestois. Vous allez voir, c'est un reportage de Chloé Borgnon et de Catherine Aubeil. À l'heure où les cuisines ferment, Christophe Touzé débute sa tournée des restaurants brestois. Libanais, indiens, italiens, des cuisines du monde mises en boîte pour ses clients. Des restaurants auxquels sa clientèle n'a pas accès en livraison à domicile, car l'entrepreneur s'adresse aux habitants des communes rurales du Nord Finistère. Moi-même, j'habite dans une commune un peu loin de Brest, donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de possibilités de se restaurer. Donc, en tout cas, en restauration à domicile, il n'y a quasiment rien. Donc l'idée a germé comme ça. En début de soirée, Christophe Touzé installe son camion réfrigéré à Gouenou, point de passage entre Brest et la Côte-Nord. Un emplacement stratégique pour faciliter la récupération des commandes. Vous allez bien ? Très bien. J'ai cherché la commande. Loïc récupère ses plats et, spécificité du concept, il a fait le choix de livrer ses voisins qui ont également passé commande. La personne qui vient retirer, elle travaille sur Brest, au centre de Brest, et elle habite Plougarneau. Et donc elle va livrer à notre utilisateur qui habite également à Plougarneau. Je pense que c'est vraiment un système d'entraide qui se met en place et vraiment l'idée, on a un service nouveau qui arrive dans notre village, c'est bien que tout le monde en profite. Avant de rentrer chez lui, Loïc s'arrête chez ses voisins. Ça va aller ? Ça va aller. Avec leurs 3 enfants, le planning est serré, impossible pour eux de retirer leurs commandes. Alors, grâce à la livraison collaborative, ils peuvent eux aussi profiter de ce service. Avec les enfants, en semaine, c'est pas toujours évident. Donc là, au moins, on est chez nous et puis ça nous permet d'avoir un petit aperçu de la cuisine étrangère. Prochaine étape pour cette initiative, développer de nouveaux points de collecte autour de Brest. Voilà une belle idée, vous Oui, non, je ne connaissais pas et voilà, c'est tout proche en plus de chez nous, donc voilà, une très belle initiative. À tester, donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Quand cuisine et solidarité riment, ça donne toujours de belles choses. Agathe, puisqu'on parle de belles choses, justement, vous nous avez préparé des bons petits plats, des beaux et bons petits plats. Oui. Toute la semaine prochaine. Alors, dites-nous tout. On va commencer par le lundi ? Allez, on commence par le lundi. Pour le lundi, je vous propose des feuilletés à la courge et au fromage de chèvre.
Donc là, il va falloir prendre la courge que vous souhaitez, de la butternut par exemple, la faire précuire une vingtaine de minutes et ensuite vous placez la courge, le fromage de chèvre et du romarin dans des feuilletés carrés, vous refermez les bords et vous enfournez ça une vingtaine de minutes. Et puis, si vous avez utilisé une pâte feuilletée ronde du commerce pour faire vos feuilletés qui, eux, sont carrés, vous avez forcément dû couper les bords arrondis de la pâte feuilletée. Et ben moi, je vous propose de faire un dessert avec ces chutes de pâte. De faire une poire feuilletée à la crème d'amande. Donc là, il va falloir éplucher la poire, les vider au centre et mettre à l'intérieur un mélange de caramel au beurre salé et poudre d'amande. Et avec le reste de pâte feuilletée, on vient enrouler tout autour de la poire et enfourner également une quinzaine de minutes. Waouh. Donc en plus, zéro déchet, récup et délice. Impeccable. Mardi. Pour le mardi, des galettes de pommes de terre à accompagner avec une protéine au choix. Donc là, on consomme la pomme de terre de manière un peu différente puisqu'on va la râper crue. On la mélange avec du sel, du poivre, des oignons émincés et on n'a plus qu'à la faire frire à la poêle. Ou alors, on peut aussi choisir de rajouter 1 ou 2 œufs à la préparation pour avoir une texture plutôt qui se rapproche de l'omelette. Et pour le dessert, un cake aux pommes et au potimarron. Donc là, pour cette recette, je me suis inspirée du carrot cake. Et au lieu de râper de la carotte crue, on va râper du potimarron cru. Et j'ai rajouté également une pomme en petits cubes pour un parfait dessert de saison. Super. Mercredi. Pour le mercredi, un poulet au curry et lait de coco avec un mélange de céréales. Donc là, le poulet, on va vraiment le faire mijoter dans le lait de coco au curry, ce qui fait que la chair va être fondante et parfumée. Et puis, pour l'accompagnement, on peut créer un mélange de céréales nous-mêmes en mélangeant par exemple du riz, du boulgour, du quinoa. L'important, c'est d'avoir un temps de cuisson qui est à peu près égal. Et puis, pour finir, on parsème d'amandes effilées, torréfiées pour le croquant. Pour le dessert, des petits pots à la crème de marron. Donc là, c'est une recette qui est très rapide et simple puisqu'elle a que 4 ingrédients. Donc à faire avec les enfants, c'est facile. De la crème de marron, du lait, de la maïzena et du sucre. On mélange et on chauffe ces 4 ingrédients et dès que les premières bulles apparaissent, on verse dans des petits ramequins, on met au frigo. C'est très facile à faire la veille et à déguster le lendemain. Ah, c'est bien ça, à tester. Carottes pour le jeudi. Pour le jeudi, oui, on va parler de carottes. Donc une assiette pour le jeudi avec de la courge rôtie au four, de la semoule et de la carotte violette. Donc là, ce qui est un peu original dans cette assiette, c'est la carotte violette. Vous pouvez la voir en ce moment sur les étals du marché, tout comme la carotte jaune ou la carotte blanche. C'est en fait des variétés anciennes de carottes. Et leur goût est légèrement différent de leur cousine orange. Mais surtout, ce qui va faire la grosse différence, c'est évidemment la couleur. Et c'est important de manger coloré, c'est bon pour la santé. Par exemple, pour cette carotte violette, parmi toutes les variétés de carottes, c'est celle qui va contenir le plus de bêta-carotène. Donc, c'est celle qui va avoir le plus de vitamine A et d'antioxydants. Elle est vraiment donc à privilégier pour sa consommation et je vous conseille de l'essayer. Et puis après, c'est intéressant de se renseigner sur les bénéfices de chaque légume par rapport à sa couleur. D'ailleurs, même les légumes à chair blanc comme le panais contiennent des pigments et des bienfaits pour notre santé. Ah, c'est ça, carotte blanche et panais, c'est la même... Non, c'est pas la même chose. Ah non, d'accord. Là, je voulais trouver une carotte blanche, mais j'ai pas trouvé. Ça, c'est du panais. Ok, c'est bon. Je me disais, ça ressemble au panais. Oui, c'est du panais. C'est bon aussi. Pour le dessert du jeudi, Agathe. Et pour le dessert, donc là, c'est plutôt une boisson chaude que je vous propose, un pumpkin spice latte. C'est une boisson qui vient des États-Unis et qu'on pourrait traduire par un café au lait à la citrouille. Donc ça peut paraître un peu rebutant, mais c'est vraiment excellent. En fait, il va falloir faire une purée de citrouille sucré, donc avec du potimarron par exemple qu'on va mettre en papillote avec du sirop d'érable, de la cassonade. Faut pas lésiner sur le sucre puisque là on veut vraiment une purée sucrée avec des épices, de la cannelle, ce qui fait que pendant la cuisson en papillote, la courge va vraiment s'imprégner des épices. Puis après on n'a plus qu'à la mixer et à mettre 1 à 2 cuillères à soupe dans son café au lait chaud. Oh, ça a l'air bon. Allez, on termine avec le vendredi. Et pour le vendredi, des tartines épinards, œufs pochés et bacon croustillant. Donc on fait revenir les épinards dans le beurre, on fait pocher un œuf dans l'eau bouillante 3-4 minutes et on fait sécher des tranches de bacon au four pour le croustillant. Et puis pour un petit côté sucré-salé, on peut choisir de mettre une tranche de brioche à la place du pain de mie.
Voilà pour le plat. Et puis pour le dessert, des verrines kiwi fromage blanc. Donc là, actuellement, c'est la saison des kiwis. On en retrouve beaucoup sur les étals. Et vous avez peut-être même été les cueillir chez vous ou dans des nombreuses cueillettes en France qui proposent les kiwis. En tout cas, sachez que si vous venez de les cueillir, ils sont sûrement en train de mûrir tranquillement dans votre sous-sol. Pour accélérer le mûrissement, vous pouvez choisir de mettre 4-5 kiwis dans un sac congélation avec de la pomme. Ça va accélérer le mûrissement et vous allez pouvoir déguster ces verrines tout de suite. Voilà, merci pour les astuces, Agathe. Je vais les manger chez vous. Je connais qui s'invite là. Hein. C'est clair. Adopte-nous. Oui, s'il te plaît, Agathe. Bon, en gros, vous choisissez toutes les recettes, quoi. Les épinards, ça vous a quand même convaincu, Laurent? Oui, finalement, je me laisserai convaincre. C'est possible. Il n'aimait pas ça, mais finalement, par Agathe, quand même. Ouais, ça peut peut-être tenter. Vous cuisiniez avec vos parents ou vos grands-parents, Agathe? Parce que vous êtes blogueuse culinaire aujourd'hui, donc il y a peut-être eu un petit déclic. Hein. Je cuisine beaucoup avec ma sœur, puisqu'elle est dans le milieu de la restauration, et notamment en pâtisserie. Donc elle m'apprend plein de choses, et le dressage aussi, parce que c'est important d'avoir une jolie assiette. Cuisine donc en famille, même entre sœurs, ça marche bien. C'est pas mal. Allez, on va maintenant retrouver Jonathan, notre expert en environnement. Ce matin, il va tout nous dire des divers usages d'un produit qui est non seulement bon pour la planète, mais aussi bon pour notre porte-monnaie. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Elias. Et moi, c'est Lydie. Moi, c'est Elvina. Et on aimerait savoir quelles sont les différentes utilisations du bicarbonate de soude. Bonjour Lydie, Iliès, Elvina. Bonjour Jonathan. Est-ce que vous saviez qu'il existait un produit qui pouvait servir à nettoyer la maison ou encore à se soigner? Non. C'est exactement ce qu'on va voir avec toutes les utilités du bicarbonate de soude. On va dans la cuisine? Le bicarbonate de soude est d'abord un produit qui a un pouvoir désodorisant. Cette poudre blanche va absorber toutes les mauvaises odeurs. Vous pouvez commencer à en mettre dans une petite coupelle que vous pourrez mettre, par exemple, dans votre réfrigérateur. On peut s'attaquer maintenant à la bête noire de la cuisine, c'est-à-dire à la poubelle, qui peut souvent dégager des odeurs pas terribles. On va appliquer du bicarbonate de soude au fond de la poubelle. Et on le laisse combien de temps? Tu peux le laisser pendant 1 mois. Après, il va falloir le changer parce que le bicarbonate aura moins d'effet. Ma dernière astuce, ça va être pour vos chaussures. Vous pouvez faire un petit ballotin avec un petit carré de tissu où vous mettrez 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et vous mettrez ça dans vos chaussures pour qu'elles sentent bon à chaque fois que vous les mettrez. Le bicarbonate de soude a aussi le pouvoir de nettoyer, notamment dans votre cuisine. Si vous êtes amené à brûler votre casserole, ce qui peut arriver régulièrement, vous allez juste saupoudrer d'un peu de bicarbonate de soude et on va mettre de l'eau bouillie à hauteur de 2-3 cm au fond de la casserole. Pour que le bicarbonate de soude agisse, il va falloir laisser agir à peu près 20 minutes. Maintenant qu'on a attendu 20 minutes, on va pouvoir avec une spatule en bois enlever tout simplement le brûlé, très facilement. Et oui, ça marche. Ça part tout seul. C'est incroyable, hein? Et ma dernière petite astuce, c'est la pratique qui est la plus répandue pour le bicarbonate de soude, c'est de l'appliquer sur votre brosse à dents 1 fois par semaine, parce que c'est un peu abrasif, et ça va faire comme un gommage pour blanchir vos dents. Donc si vous avez des taches de thé ou de café, c'est particulièrement efficace. On résume. Le bicarbonate de soude est un produit à tout faire. Utilisez-le comme désodorisant. Il absorbera les mauvaises odeurs. Récurez vos fonds de casserole avec du bicarbonate de soude et de l'eau bouillante. Cela vous permettra de récupérer vos casseroles brûlées. Brossez vos dents avec du bicarbonate de soude, au maximum 4 fois par mois, pour enlever les taches de thé et de café. Voilà, un chouette produit respectueux de l'environnement et de notre porte-monnaie, n'est-ce pas? C'est vrai, ça coûte vraiment pas cher et ça sert à plein de choses. Céline, avec vous, on va aller un peu plus loin justement sur les produits de saison. Oui. Vous allez nous donner, vous aussi, des astuces. Vous êtes la reine des astuces en général, de toute façon. On essaye. Alors, on va s'approvisionner de quelle façon? Dites-nous. Alors, aujourd'hui, je vous propose d'aller à la cueillette directement chez les producteurs pour aller chercher vos fruits et vos légumes. Vous allez faire une petite balade dans les allées du champ avec votre panier et vous prenez... C'est sympa d'aller au supermarché. Ah bah, c'est beaucoup plus sympa que d'aller au supermarché, je suis bien d'accord. On va prendre de la salade, de la courgette, ce que l'on veut, en tout cas ce que propose le producteur. Des kiwis, comme disait Agathe. Des kiwis, c'est de saison, effectivement.
et on paye directement le producteur sans autre intermédiaire. Et ce circuit court existe depuis une dizaine d'années, mais il est florissant parce que ça répond à un besoin grandissant de se reconnecter à la nature et de consommer sain et local. Alors, on va chercher les produits à la source. Est-ce qu'on choisit plutôt des exploitations bio? C'est mieux? Alors, il y a des exploitations bio qui utilisent ce concept-là, mais pas seulement. Il y a aussi des producteurs qui font de l'agriculture dite raisonnée. Le terme fait débat, je ne vous le cache pas, mais il est défini comme étant un équilibre entre la productivité et le respect de l'environnement. Pour vous donner un exemple, les OGM peuvent être utilisés en cas de coup dur, mais parfois aussi, ils n'en utilisent jamais. C'est pas interdit, mais c'est évité. Donc, c'est moins contraignant que le bio pour le producteur. C'est plus sécurisant pour lui, tout en tenant compte de l'environnement et de la santé, finalement. Alors, donc, on cueille des fruits, des légumes de saison. Est-ce que les prix sont plus intéressants? Généralement, ils sont plus intéressants, 20 à 30% moins chers qu'en grande surface. Ah ouais, comme et ça, c'est... Ouais, l'utile à l'agréable, franchement. Voilà, on évite la main-d'œuvre aussi, quelque part, la logistique. Et d'ailleurs, c'est un autre atout, c'est qu'il n'y a pas toutes ces notions de logistique pour aller sur les étalages de magasins. Donc, c'est plus écologique, c'est de meilleure qualité parce qu'ils ne sont pas abîmés, les fruits et les légumes. On a une traçabilité, une visibilité sur les conditions de la culture. C'est aussi une rencontre avec le producteur, finalement, qui peut prendre le temps d'expliquer sa façon de travailler, qui peut donner des astuces pour cueillir et même, pourquoi pas, des idées recettes. Et en parlant cuisine, je pense qu'on a plus de plaisir aussi à cuisiner ce que l'on a été chercher à la source et on mange au rythme des saisons. Et puis un côté relaxant, comme on disait tout à l'heure, c'est plaisant, on est au grand air, les mains dans la terre et voilà, c'est agréable. Anne-France, vous le faites, vous, régulièrement? Non, alors on n'a pas trop ça sur notre territoire. Par contre, c'est vrai qu'on a eu, là récemment, on a participé au Téléthon et on a fait une soupe. On a fait une vente de soupe et qui a été réalisée par le jardin partagé avec des légumes du jardin partagé. Donc nous, on a un jardin partagé bio et on avait été voir aussi des producteurs bio sur les communes environnantes et qui nous avaient donné des légumes. Et donc on a fait une soupe et après on a fait une vente comme ça pour le Téléthon, une vente en bouteille de soupe. Solidaire. Voilà, une vente solidaire. Et puis, ça fait une idée de sortie avec les enfants. Complètement. Les cuisines, on va cueillir soi-même ces fruits, ces légumes. On parlait tout à l'heure du côté ludique, éducatif, parce qu'effectivement, ils apprennent que les pommes de terre ne poussent pas dans les arbres. Ils sont sensibilisés à la saisonnalité des fruits et des légumes, au respect du terrain, du producteur. Et puis, c'est un moment convivial en famille, donc c'est vraiment, vraiment sympa. Et puis... Comment peut-on savoir que les fruits et les légumes sont de saison? Est-ce qu'on peut avoir une petite aide? J'ai un petit outil très sympa. C'est un calendrier de Claire-Sophie Pissenlit, où c'est très... Voilà, il porte bien son nom. Et en fait, c'est un calendrier qui va vraiment, de façon illustrée, avec des petits dessins, montrer les fruits et les légumes de saison. Donc pour les enfants, c'est un moyen de s'approprier, en plus de la pratique, d'avoir la théorie. Et dans la catégorie bon plan, puisque visiblement je suis la reine des astuces, c'est téléchargeable aussi sur le site internet. Sinon, la Biocoop propose des fiches téléchargeables qui sont très bien faites aussi sous forme de dessin. Puis ça donne de l'inspiration entre deux chroniques d'Agathe. Quand on ne sait pas comment faire les courses aussi, on dit « Ah ouais, je vais aller prendre ça aussi, ça aide à faire les courses en fait. » C'est le but du truc, mais... Côté pratique. Alors, Anne-France disait qu'elle ne l'avait pas encore fait parce qu'elle ne savait pas trop s'il y avait ça près de chez elle. Mais en fait, il y a peut-être des idées justement pour trouver des exploitations proches de chez Il y a un moyen de savoir si vous avez des producteurs près de chez vous. Il y a plusieurs sites internet qui existent. Chapeaudepaille.fr, c'est en fait un réseau national qui recense les producteurs. Et il y en a un à Torigné-Fouillard en Ille-et-Vilaine, notamment. Monproducteur.com et acheteralasource.com sont deux sites internet qui recensent les producteurs de fruits et légumes, mais pas seulement. Ça peut être pour le fromage, pour le miel, le poisson, la viande, etc. Vous avez un moteur de recherche, vous saisissez vos critères et vous avez la réponse qui apparaît sous forme de carte et les coordonnées. Et pickyourrown.org, c'est au cas où vous voyagez, parce que même quand on voyage, on veut manger sain et local, pourquoi pas. Donc vous avez les adresses à l'international. Et puis, il y a une autre alternative aussi, parce qu'on a les fruits et les légumes chez les producteurs, mais il y a la cueillette sauvage aussi. Une belle petite balade en forêt pour aller chercher les champignons, les châtaignes, les mûres. C'est une belle occasion avec les enfants de les sensibiliser aussi à la nature. Et pour ça, j'ai autre chose à vous proposer. C'est des balades qui sont organisées par des associations. Je sais qu'il y en a une à Rennes, par exemple, qui s'appelle Jardin des Mille Pas, qui fait des balades pour aller chercher les plantes comestibles. Et je suis sûre qu'il en existe partout en Bretagne.
Sinon, j'ai une pointure dans le domaine des plantes comestibles. C'est Christophe Deaudy qui a une chaîne YouTube, une page Facebook, Instagram, etc. et qui a écrit des livres pour nous apprendre les plantes qui existent, qui sont comestibles dans la nature, comment les utiliser, que ce soit culinaire ou médicinal. Et il a d'ailleurs une petite vidéo sur sa page d'accueil qui montre que sur 5 mètres carrés de surface, il y a 20 plantes différentes à notre disposition dans la nature. C'est gratuit, c'est à portée de main et elle nous l'offre. Donc le tout est de la prendre en quantité raisonnable et de bien savoir de quoi il s'agit. Pour ne pas se tromper, voilà. Les mauvais champignons, par exemple. Eh bien, testez. Mais vous avez déjà fait des cueillettes, Catherine? Non, pas encore. Bah, vous savez, moi, je suis germophobe, alors la nature, c'est ça, là, forcément. Oui, forcément. Allez, on va parler d'autre chose, un petit peu en lien quand même avec la gastronomie, bien entendu, parce que si la Bretagne, elle est reconnue pour son cidre, bien, on a parfois oublié qu'elle a été une terre viticole autrefois. Elle renoue aujourd'hui avec ce savoir-faire, et notamment dans le Finistère, qui est décidément à l'honneur aujourd'hui. Alors, grâce à une poignée de passionnés, et bien progressivement, les vignes regagnent du terrain. C'est ce qu'ont constaté Claire Houet et Mathieu Herry. Du vin en Bretagne. Un pari bien culotté qui a valu pas mal de railleries aux viticulteurs amateurs quimpérois. Depuis 10 ans, ils vendangent les coteaux du Braden. Sous leur impulsion, de nouveaux projets professionnels ont vu le jour. Alors à Caen, du vin breton sur nos tables. Non, vous ne rêvez pas. C'est entre la rocade et la zone pavillonnaire du Braden à Quimper que la vigne associative a été plantée en 2006 sur un terrain prêté par la collectivité. On est toujours fiers de présenter la vigne, bien sûr, parce que c'est quand même le résultat d'un travail très important. On a été pionniers en Bretagne, pratiquement. En cette journée du patrimoine, les visiteurs se pressent dans les rangs de chardonnay et de pinot noir, étonnés de découvrir que l'on fait du vin blanc au nord de la Loire. On va mesurer donc le potentiel d'alcool avec cet appareil qu'on appelle un réfractomètre. Sur l'ensemble, on a fait un prélèvement il y a 2 jours, c'était 11,5. Donc c'est pas mal. Ça veut dire qu'on pouvait faire la vendange fin de semaine prochaine s'il fait beau. 5 ovules sont fécondés. Ils ont une technique qui est vraiment qualitative. Dans le Bordelais, on ne pourrait pas imaginer, enfin ça pourrait se faire, mais imaginer les vignobles couverts de filets, ça serait quand même quelque chose d'extraordinaire. On dirait même que c'est un petit jardin privatif par rapport à nos grands vignobles qu'il y a autour de chez nous. Par rapport à d'autres régions où c'est couvert de vignes, donc c'est un peu du folklore pour moi ici. Pour les bénévoles quimpérois, il s'agit au contraire de retrouver une tradition et un savoir-faire disparus avec la dernière vigne bretonne dans les années 60, décimée par le phylloxéra. Une reconquête patiente de la taille à la vinification pour contrer le manque de soleil ou le sol granitique qui donne un jus acide. Malgré l'attention de chaque instant, il y a tout de même des déboires. C'est très variable d'une année à l'autre. En 2012, il y a eu 0. L'année dernière, on a fait 1400 litres de mou. Et on a fait près de 2000 bouteilles. Ça ne sera pas le cas cette année parce qu'on a fait une conduite de vigne plus raisonnée, plus courte. Il y a eu du milgrandage, donc il y aura moins de jus. Mais ce n'est pas parce qu'il y aura moins qu'il sera moins bon. Du vin que le coteau du Braden distribue à ses adhérents mais n'a pas le droit de vendre. Ce n'est qu'en 2016, poussé par l'ARVB, l'Association pour la reconnaissance du vin en Bretagne, que la France, conformément à une directive européenne, a autorisé la plantation de vignes en dehors de régions dites viticoles et la commercialisation du vin. Depuis, plus de 15 vignobles, du blanc essentiellement, ont été plantés. Au départ, c'était comme une espèce d'utopie quand même. Et puis du coup, cette autorisation légale permet aussi de lancer des projets professionnels. Donc on voit apparaître des jeunes qui se lancent, mais aussi des grosses boîtes du sud de la France qui peuvent être intéressées pour acheter des terres, pour investir en Bretagne, parce qu'ils sont assez inquiets avec le réchauffement du climat dans leur région. À quelques jours des vendanges, les vignerons amateurs surveillent les raisins comme le lait sur le feu. Il reste que le sucre, c'est exactement comme un pruneau. Un pruneau qui a perdu. Sucre qui permettra de corriger l'acidité liée au terroir et qu'importe le flacon pourvu qu'on ait la passion. Prenez 2017 par exemple. Vous le mettez avec des huîtres. Il a une pointe d'acidité qui est importante, mais l'huître qui a l'iode, ça vous donne un petit goût dans la bouche. Si vous êtes gourmand, vous prenez un bout de beurre, demi-sel, que vous mettez avec un pain de campagne, ça y est. Magnifique. C'est magnifique. Ok, merci. Un vin plus léger et plus fruité qui correspond aux attentes des consommateurs.
En 2023, vous devriez trouver des vins bretons produits en Bretagne par des Bretons. Un vin made in Braise qui reste à inventer. Il faudra donc un peu de patience avant de le déguster avec modération. Vous avez vu, hein, toujours associé au beurre, au beurre, au beurre. On est bien en Bretagne, hein, vous êtes bien sur France 3 Bretagne, tout va bien. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait la passion. Jolie citation, Miss Claire Loué. Vous avez la passion du cinéma, Laurent Garot. Vous êtes le directeur artistique du Festival du cinéma iranien de Vitré, Nouvelles images d'Iran, qui se tiendra pour la première fois du 11 au 15 décembre prochain. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de mettre en lumière ce pays qu'on connaît finalement assez mal, ou en tout cas seulement par le biais des médias ? Donc c'est une image qui peut se discuter du coup. Voilà, vous y êtes allé. Voilà, tout à fait. Donc je suis tombé amoureux de ce pays. J'ai découvert ce pays à travers des rencontres formidables des Iraniens, parce qu'il y en a beaucoup d'Iraniens en France et en Bretagne, notamment à Rennes, une communauté iranienne, ou à Brest. Je sais qu'il y a beaucoup d'Iraniens. Et donc, de par les rencontres et de par ce voyage en Iran, cette découverte de l'Iran, je suis tombé amoureux de ce pays. Et les rencontres que j'ai pu faire m'ont donné envie de créer ce festival de cinéma iranien à Vitré, dans une ville ouverte sur le monde et qui... Alors c'est pas un hasard, il y a un terreau quand même à Vitré, il faut le dire. Il y a quoi ? Il y a une maison du monde qui est très active ? La Maison des Cultures du Monde qui est un partenaire très, très précieux, qui existe depuis 30 ans et qui est partie prenante, qui organise, qui est dans le programme, qui est à l'origine d'un concert de musique iranienne, qui sera un peu un pas de côté par rapport à cette programmation de cinéma. Et puis un fort comité de jumelage qui vous a donc, tous ces éléments-là vous ont permis de créer une association en juin dernier, que vous dirigez. C'est pas un pays si facile que ça, c'est ce que vous dites, c'est pas si simple d'aborder un pays comme celui-ci. Et malgré tout, il y a une richesse extraordinaire qui se traduit dans la programmation cinématographique. Ce seront des films inédits qui vont être projetés ? Exactement, inédits en France et voire en Europe. Et nous avons une sélection de 6 fictions. On a des documentaires, 3 documentaires. On a des courts-métrages de jeunes cinéastes dont certains vivent en Bretagne, qui font partie de cette communauté iranienne dont je parlais tout à l'heure. Et nous avons du cinéma d'animation aussi, avec les 50 ans du studio Kanoun, qui a été créé par le célèbre cinéaste Abbas Kiarostami, qui célèbre donc ses 50 ans cette année. Alors là, les dates du festival approchent à grands pas. Vous avez lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme bretonne Kengo. À quoi vont servir les dons ? Alors les dons vont servir à faire venir les cinéastes qui doivent présenter leurs films, leurs créations, les 6 cinéastes de fiction. Et il y a autant d'hommes et de femmes réalisatrices qui seront normalement présents à l'occasion, à Vitré en Bretagne à cette occasion. Et aussi, évidemment, pour découvrir dans les meilleures conditions possibles ces films, il faut les sous-titrer. Et le sous-titrage, c'est un poste budgétaire très important, puisque les sociétés qui peuvent le faire, traduire du persan en français, ne sont pas si nombreuses. Donc voilà, c'est un coût, ça représente un coût assez important de notre budget, notre premier budget. Alors vous demandez combien, du coup, sur la plateforme ? Alors nous demandons 10 000 € et nous sommes à peu près arrivés à 1 000 € pour l'instant. Donc voilà. Il reste une petite semaine pour vous aider et il est grand temps de le faire. Parce que pour vous, vraiment la dimension de dialogue interculturel, elle est essentielle. Et le fait que les cinéastes viennent porter leurs films sur place à Vitré, pour vous, c'est vraiment une évidence en fait. Ça fait partie de l'ADN d'un festival comme celui-ci. Et ce qui est bien, c'est le côté participatif de la population et des familles d'accueil qui veulent rencontrer ces cinéastes, qui acceptent, qui viennent chez eux, ces familles les accueillent chez eux. On a eu aussi la chance d'avoir des bonnes relations ou une mobilisation d'une classe de BTS en communication à Vitré qui nous accompagne sur cette communication. Le côté participatif aussi prend la forme d'une mobilisation d'un lycée professionnel qui fabrique les trophées, parce qu'il y a une compétition, un prix du public. Donc une grande partie de la ville de Vitré se mobilise aussi autour de cet événement. Avec générosité et sympathie pour ce pays.
La générosité, on espère qu'elle va se traduire chez vous, téléspectateurs. Si vous voulez aider Laurent Garot et le festival Nouvelles Images d'Iran, eh bien n'hésitez pas, vous allez sur la plateforme kengo.bzh. C'est un pays que vous connaissez, Céline, vous qui avez beaucoup voyagé? Ce n'est pas un pays que je connais, mais que j'aimerais connaître. Je connais une Iranienne et elle m'a encore plus donné envie de m'y rendre. Alors, ce qui est formidable, c'est la beauté du pays et puis la générosité, l'hospitalité des habitants. Et c'est vrai qu'on est accueillis à bras ouverts, donc c'est magnifique. Il va pouvoir vous donner quelques tuyaux. Des bons plans. Et des bons plans. Les astuces vont s'échanger des deux côtés, je pense. Merci beaucoup, Laurent. Catherine, ça va être l'heure de retrouver un petit animal. Oh oui, qui sera fort accueillant également. Il s'agit de Billy, non? Il s'agit de Raïsa, que Billy est allé voir à la SPA de Rennes. Un petit chien de 8 ans, il paraît. Bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très très bien, en compagnie de cette demoiselle. J'adore. Elle a un poil hyper doux. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Raïsa. Raïsa, présentez-vous à la caméra, s'il vous plaît. Quel âge elle a? Elle a à peu près entre 8 et 10 ans. D'accord, on ne sait pas son âge. Elle fait plus 8 dans le comportement, parce que voilà, on voit que c'est une chienne qui a un petit peu d'âge, mais qui est encore très dynamique, qui fait un peu d'hyperattachement. C'est une chienne qui a besoin de suivre son maître un peu partout. D'accord. Ce serait la chienne idéale. Elle n'aurait pas du bosseron, parce que le bosseron, c'est sa spécialité. Elle pourrait en avoir, effectivement, avec peut-être un petit peu de border. Enfin, il y a du berger, en tout cas. Il y a là, justement, ce côté très fusionnel avec son maître. J'ai besoin d'avoir un patron et lui rendre service tous les jours. C'est une chienne hyper obéissante, qui a un très bon rappel, qui suit partout sans laisse. D'accord. Elle a un beau plumeau aussi qu'elle me met dans la tête. Qui est sociable avec les chiens, avec les chats. Elle aime tout le monde. Elle aime tout le monde, c'est vraiment une super chienne. Bon, alors, Mimi, on va vous trouver une petite maison. Alors, maison, appartement, on s'en fiche un peu, là. Du moment que les gens partagent beaucoup de choses avec elle, l'idéal, ce serait même pouvoir l'emmener. Moi, je la vois bien, par exemple, dans un centre équestre ou avec un monsieur dans une ferme qui pourrait l'avoir tout le temps avec lui. D'accord, c'est une compagne de tous les jours, ça, et une aide pour le boulot. Exactement. Bon, c'est vraiment une super louloute, franchement. Avec les enfants, a priori, on sera bon aussi. C'est la chienne de famille par excellence. Ok, donc ça, c'est une bonne chienne de famille. Eh bien, écoute, ma chérie, Raïsa, c'est ça? Raïsa, avec un Z. Avec un Z. Elle est là aujourd'hui au refuge de la SPA de Rennes et puis elle vous attend pour le petit 4 heures cet après-midi. Elle vous faut attend juste avec venir et puis elle sera là. Venez découvrir cette petite merveille. Yes. Allez, bon appétit, à bientôt. Oui. Oui, ça va être difficile de ne pas craquer pour la petite Raïsa. Elle est vraiment mignonne. Elle est trop adorable. Adorable. Mais c'est fini pour aujourd'hui, les amis, déjà? Eh bien oui, on se retrouve lundi à 10h45. Nous évoquerons les violences faites aux femmes, un sujet délicat, mais qu'on abordera en votre compagnie. Dans quelques instants, vous retrouvez le best-of de votre série itinéraire Bretagne proposée cette semaine par Séverine Breton et Thierry Bouilly autour des trésors, qu'ils soient écrits, des mers, des églises ou bien encore des monnaies anciennes. Il y aura de quoi faire. On vous souhaite une très très belle journée sur France 3 Bretagne, un très bon week-end. À lundi, Kenavo.